Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel avec vous pour une nouvelle séquence avec d'autres invités. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Femmes au pluriel على قناة Maghreb TV. Aujourd'hui, donc, nous allons consacrer cette émission Femmes au pluriel à deux invités, deux femmes très dynamiques, deux femmes engagées au service des autres, deux femmes qui, vraiment au service des autres, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, mais aussi des personnes qui vivent des situations très précaires, très précarisées aussi. Ce sont les réfugiés, ce sont les sans-abri et voilà, des femmes aussi qui vivent aussi des situations très difficiles. Alors elles vont, il s'agit de qui? Il s'agit de Rachida Riahi et Nadia Riahi, deux sœurs, oui, deux sœurs. Elles sont donc d'une fratrie, d'une même fratrie. Mais à côté de ça, vous êtes très complices et dans votre travail et dans votre engagement et dans votre association, l'association que vous avez créée qui s'appelle Inaya. Alors je commence directement. Nadia, bonsoir. Bonsoir Fouzia, merci de nous avoir invités. Bonsoir Rachida. Bonsoir Fouzia. Voilà, alors merci de votre présence pour nous parler, nous présenter, pour qu'on puisse faire connaissance avec votre association, une association qui a été créée il y a quelques années. Mais avant ça, qui sont Nadia et Rachida? Vous êtes mamans toutes les deux, vous êtes d'origine marocaine toutes les deux, enfin oui. Mais encore Nadia. Donc on est dans le social depuis plus de 20 ans, donc Rachida et moi, donc nous avons... Et avant ça? Et avant ça, donc, nous étions des enfants issus de l'immigration, donc de la deuxième génération. Nous avons fait nos études primaires, secondaires et universitaires. Et puis, donc, nous avons travaillé. Et depuis les émeutes de 92, on s'est vraiment, 91, pardon, à Forêt, on s'est vraiment investi au niveau social pour aider les gens de la communauté, les jeunes en décrochage scolaire. Et vraiment, c'est depuis lors qu'on est dans le social, Rachida et moi. Alors, c'est toutes les deux, je disais, hein, vous n'avez jamais rien fait l'une sans l'autre, je crois. Rachida? Donc voilà, moi c'est Rachida. Comme l'a dit Nadia, ça fait plus de 20 ans, donc depuis les années 90. Et bien avant d'ailleurs, avec mes parents qui déjà dans les années 70 étaient les étudiants marocains qui venaient ici en Belgique pour étudier. Et donc moi j'ai toujours grandi et vécu dans le soutien et l'aide en toute humilité au travers de mes parents. Donc vos parents avaient déjà commencé ce travail Dans les années 70, mes parents accueillaient des étudiants qui venaient du Maroc et qui venaient sonner à l'improviste et qui disaient, ben voilà, on a été envoyé par un tel. Et mes parents les accueillaient le temps de l'inscription, de l'enregistrement à l'école, on allait avec eux. Trouver un logement. Et voilà, et on avait déjà un contact avec un centre qui se trouve sur Saint-Gilles, à la rue de Parme, le CTM, où effectivement on allait rendre visite aux étudiants qui étaient venus chez mes parents. Quoi, voilà. Alors vous êtes infirmière de formation, Nadia? Oui, je suis infirmière de formation et je suis maintenant thérapeute en médecine énergétique. Alors ça, c'est un beau volet de Inaya aussi. Oui, donc vous consacrez une partie de votre temps aux soins donnés donc, aux émotions, tout ce qui est énergie. Rachida aussi, hein, vous faites... Voilà, donc moi je suis comptable de formation, mais j'ai fait ça juste pour faire plaisir à mon papa, donc j'ai jamais travaillé en comptabilité. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dans l'administratif et dans tout ce qui est, en tout cas social, au niveau de mes emplois. Et donc voilà, aujourd'hui je travaille dans une structure aussi néerlandophone qui est assez, qui a quelques points communs avec Inaya, dans le sens où on essaie de sortir les personnes âgées de toute origine, de leur isolement, et on essaye vraiment de les réinsérer dans la vie sociale et avec différentes, différents projets, comme on le fait chez Inaya. Quoi. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Nadia, les émeutes de 91 ont encouragé plusieurs énergies, plusieurs dynamiques à faire quelque chose. Racontez-nous comment est-ce que vous avez vécu ça et comment est-ce que vous avez du coup créé Inaya.
Inaya qui est Inaya, ça, qui veut dire l'aide. Le bien-être. Donc c'est tout un processus. Donc nous avons fait partie d'associations à l'époque, puisqu'on était beaucoup plus jeunes. Et nous avons travaillé avec plusieurs associations de terrain, avec des éducateurs. Et tout s'est mis en place au fur et à mesure, justement parce qu'il y avait une discrimination par rapport aux jeunes de l'époque. Donc on n'a pas beaucoup changé, on va dire, actuellement. Et donc vraiment nous luttons contre ces discriminations, contre le racisme de toutes sortes. Donc nous continuons au sein de l'association à faire ce travail-là, faire le travail de coaching avec des jeunes pour qu'ils puissent avoir un emploi ou une formation et qu'ils évitent de décrocher au niveau scolaire. Parce que ça, pour nous, c'est un point important. D'ailleurs, plus profondément, nous avons travaillé aussi là-dessus par rapport à ces jeunes qui se radicalisent et qui partent en Syrie. C'est un sujet d'actualité. Oui. C'est ce qu'on va faire aussi dans le cadre de cette émission. C'est comment est-ce que vous prenez quelques problématiques vécues donc par les populations précarisées. Il se trouve que des personnes d'origine maghrébine et autres, d'ailleurs, vivent des situations très difficiles et vous prenez vraiment à cœur à faire quelque chose. Vous avez réagi et vous avez parlé de ce problème de radicalisme. On va voir comment est-ce que vous le traitez au sein de Inaya. Les jeunes, c'est vraiment un point important. Rachida, je sais que vous êtes tout le temps à côté de ces jeunes-là. C'est très très touchant de vous voir vraiment travailler avec eux. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites vous avez une équipe, je pense, une troupe de théâtre avec les jeunes? Ouais. Donc en fait, les jeunes, on a plusieurs axes. On a, comme l'a dit Nadia, le coaching au niveau comment chercher un emploi, comment se présenter. Même s'ils décrochent au niveau du parcours standard, je veux dire, on les motive en leur disant ils ont toujours des qualités. Donc on leur apprend à découvrir en fait les qualités qu'ils ont. Il y a des formations, il y a des choses qui sont très bien, donc on essaie vraiment de les aider avec des partenaires. Donc, de les orienter. De les orienter, donc on travaille beaucoup en partenariat avec différentes grosses structures. Alors les jeunes, on a deux catégories de jeunes. On a les tout petits, qui sont les tout petits jusqu'à 12 ans, avec lesquels on travaille beaucoup la relation avec les parents, vraiment recréer ce lien maman-enfant, faire des activités avec les femmes et les enfants, leur permettre un petit peu de passer du temps avec leurs enfants, chose que l'on perd dans notre société. Exactement. Qui est très importante. Qu'est-ce que vous organisez? Quel genre d'activité vous organisez? Alors avec les petits, donc les petits jusqu'à 12 ans et les mamans, on a une fois par mois les family brunch à la Tentation, on a des camps, on a pendant les vacances, on organise des activités, on a fait l'équithérapie, on a fait la découverte de ce qui existe à Bruxelles comme espace vert. Donc on essaye de leur faire découvrir la mer. Et alors ce qui est très important, on essaye vraiment d'apprendre aux femmes à devenir indépendantes par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire que la plupart des femmes que nous avons, ce sont des femmes qui sont seules avec des enfants. Et même si elles sont mariées, on leur dit, voilà, il ne faut pas attendre que votre mari vous conduise à la mer, par exemple, avec les enfants. Donc, on leur apprend à circuler avec le train, avec les bus, avec les moyens de transport que l'on a, pour qu'elles deviennent quand même assez indépendantes. Pour qu'il y ait une activité familiale. Et donc, recréer ce lien, en tout cas, entre les mamans. Il y a une fracture, en fait, qui s'est créée ces 10 dernières années entre les parents et les enfants. Et donc, on travaille énormément là-dessus. C'est-à-dire qu'on sensibilise d'abord les mamans au fait d'être participatives au niveau scolaire, de s'intéresser à ce que leurs enfants font, quand ils ont des activités extrascolaires, d'aller aux activités, de soutenir et de montrer aux enfants qu'ils s'intéressent à ce qu'ils font. Et c'est très important, et on va le voir d'ailleurs, on l'a remarqué il y a 5 ans quand on a commencé à être interpellé par rapport aux jeunes qui partent en Syrie, entre autres. Il y a 5 ans, il y a à peu près 5 ans qu'on a commencé en fait le travail sur le terrain. Et donc on s'est rendu compte quand même qu'à un moment donné, effectivement, il y a cette brèche qui
qui s'est créé au niveau de la société, parce que la femme, maintenant elle travaille, maintenant elle est plus à l'extérieur qu'à la maison, elle est moins disponible, elle est obligée même parfois d'aller travailler parce qu'elle n'a pas le choix. Et donc c'est un petit peu de... C'est ça qui a posé problème pour certains partie. jeunes. C'est pas tout ça, c'est une petite partie. La problématique, moi j'aime pas le mot radicalisme, parce que c'est quoi radicalisme? C'est un mot qui a été créé à un moment donné pour justifier d'une situation à laquelle on n'a pas de solution. Ce qui se passe avec ces jeunes qui partent, que ce soit en Syrie ou même avant pour d'autres raisons, d'autres endroits, on a différentes problématiques et chaque cas est différent. Chaque cas a son histoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas... et je m'insurge par rapport à tout ce qui est mis en place au niveau sécuritaire et tout. Ce n'est pas ça la solution par rapport à ces jeunes. Il faut travailler, le vivre ensemble. Il y a le vivre ensemble, il y a les problématiques de l'enseignement. La valorisation du jeune, parce qu'il y a un gros problème de valorisation. Même dans l'enseignement, ça commence très petit. Un petit qui en primaire est dénigré par une professeure ou qui vit un moment peut-être où il n'est pas accepté dans un groupe, ça peut être déclencheur, quoi. Donc voilà. Ça, c'est avec les tout petits. Et avec les grands, par contre, il y a tout ce qui est coaching par rapport, comment se présenter, ne fût-ce que pour faire des stages, ne fût-ce que pour un travail d'étudiant. On n'y pense pas, mais parfois c'est galère pour un jeune qui veut travailler comme étudiant. On ne l'accepte pas parce qu'il est étranger, on ne l'accepte pas parce qu'il n'a pas de formation, parce qu'il n'a pas un bagage derrière lui. Mais s'il n'y a pas une première fois pour un jeune, comment voulez-vous qu'il commence, quoi? Et donc on travaille là-dessus. Donc avec les plus âgés, on fait des débats, parce qu'ils sont vraiment demandeurs. Pouvoir s'exprimer, pouvoir donner... Des débats sur des thématiques. Apprendre et surtout des débats qu'ils n'ont pas avec leurs parents, qu'ils n'ont pas à l'école, et qu'ils n'ont pas au niveau de différentes facettes de leur identité. On a beaucoup de jeunes issus de Marocains, mais on a des Africains, on a des Turcs, on a des Belgo-Belges et tout. Et ils se posent des questions par rapport à leur histoire, à leur origine. Et donc on a ce qu'on a appelé, nous, les identités croisées. Et donc c'est tout c'est un travail, donc c'est un travail qu'on fait, et c'est pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ça. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ça, et on travaille avec les adolescents de 12 à 25 ans. Adolescents 25 ans, parce que c'est des questions qui se posent. On parle de la sexualité, des conflits intergénérationnels, les métiers de demain. Parce que les jeunes aujourd'hui se disent maintenant, qu'est-ce que je dois étudier pour avoir un travail, pour être sûr d'avoir un travail. Et donc on essaye de leur faire découvrir avec Tracé Les Étoués, qui sont des partenaires très actifs aussi sur le terrain. C'est un genre d'activisme, mais côté néerlandophone. Parce qu'en fait, il faut savoir que Inaya SBL est bilingue, français et néerlandais. Et donc, on travaille. Comme vos jeunes et comme votre public. Tout à fait. On a des mamans néerlandophones, on a des jeunes néerlandophones aussi, et francophones également. Et on a des primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui parlent ni français, ni néerlandais, ni anglais, mais qu'on intègre également dans nos projets. Et donc, par exemple, pour tout ce qui est... au soutien aux jeunes par rapport au métier de demain, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur faire découvrir d'autres choses. Récemment, on a été visiter un endroit où ils ont découvert le métier de grutier. Grutier, conducteur de machines et tout, des offsets et tout. C'est quoi travailler dans une imprimerie? C'est tous des métiers en fait que les jeunes ne connaissent pas. Et si on leur pourrait découvrir et qui pourrait déboucher en tout cas sur un travail. Il faut élargir. Vous avez une équipe avec vous pour faire ce genre de pour organiser ce genre d'activité. Donc on a une équipe au sein de l'association. Donc on a des femmes avec qui travaillent, qui s'occupent des groupes de femmes. On a une jeune qui s'occupe du groupe de jeunes, et nous coordonnons donc chacun de notre côté par rapport aux activités. Donc moi je coordonne tout ce qui est lié au développement durable, écologique, biologique, et tout ce qui est bien-être, tout ce qui est médecine parallèle, par exemple. Donc, nous avons des ateliers, par exemple, pour faire ses propres produits, ses propres cosmétiques, comment on peut faire ses affaires. Nous avons aussi des petits déjeuners bio avec chaque fois une thématique, et on ramène chaque fois un professionnel, et les femmes, elles peuvent parler et poser des questions adéquates. Et ça, c'est ouvert que pour les femmes. Pourquoi? Parce que on a remarqué aussi que les femmes, quand elles sont entre elles savent mieux déposer et parler par rapport à certains. Donc nous avons certaines activités qui sont uniquement pour les femmes, et nous avons des activités mixtes, par exemple comme des conférences, débats ou des soirées ou des
choses comme ça. Donc, il y a un espace où la femme elle est plus à l'aise pour pouvoir... Oui, tout à fait, pour déposer. C'est vraiment c'est aussi thérapeutique de déposer des choses et de dire des choses, et aussi dans le respect de chacun, et ça reste vraiment à ce niveau-là. Donc on demande que ce qui reste entre nous, évidemment, puisque nous avons aussi un axe, nous travaillons avec des femmes qui sont victimes de violences, par exemple, ou des femmes qui sont placées, qui sont dans des centres d'accueil, et généralement... Il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, il y a un accompagnement psychologique, et un accompagnement thérapeutique aussi, et nous avons des maisons d'accueil avec lesquelles nous travaillons. Et nous faisons partenaires. Oui, nous travaillons beaucoup avec des partenaires, puisque des psychologues, des psychothérapeutes. Oui, des psychothérapeutes, des thérapies brèves aussi, des médecines parallèles aussi, et nous essayons aussi de les diriger aussi vers d'autres thérapeutes aussi, donc qui sont aussi complémentaires, par exemple, et au niveau de leurs enfants, pour elles-mêmes et pour leurs enfants aussi, parce que des fois c'est très très difficile. Donc nous avons aussi des formations, par exemple, en communication violente et non violente. C'est aussi important parce que les femmes, par exemple, qui ont une très mauvaise estime d'elles, ou qui sont avec qui vivent ce genre de qui sont victimes, par exemple, de manipulateurs ou de pervers narcissiques ou des choses comme ça, elles se remettent en question. Parce qu'elles reprennent confiance en elles et elles se remettent en question sur pas mal de choses. Et ça, c'est important, ce genre de formation. Donc vraiment, nous essayons de travailler par rapport au bien-être de la femme. Et pourquoi? Parce que la femme, évidemment, c'est la colonne vertébrale de la famille. C'est elle qui va montrer comment il faut cuisiner, comment elle va faire les courses, comment éduquer son enfant. Puisque c'est elle qui est la plupart du temps avec eux. Comme elle a dit Rachel, on a plus de femmes qui sont seules avec des enfants et qui sont en précarité. Donc nous essayons aussi d'avoir des activités avec beaucoup de partenaires pour avoir par exemple des places de cirque gratuites, ou vraiment à des prix modérés, pour que ce soit accessible à ces femmes. Puisque sinon elles ne sortent pas, elles restent dans leur isolement, elles restent chez elles, et c'est très difficile pour une femme qui est seule avec des enfants et qui n'a personne autour d'elle. Donc elle peut tomber dans des dépressions terribles. Il y a un cercle vicieux de toute façon. Voilà, et donc c'est vraiment ça qu'une femme battue, elle peut se retrouver isolée, elle peut se retrouver hors de chez elle, plus de logement, plus de... Voilà, et je pense qu'une structure comme la vôtre accompagne, mais aussi trouve des solutions. Enfin, accompagne votre public. Oui, dans la mesure du possible, on essaie vraiment de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, Rachida aussi s'occupe du volet humanitaire. Elle fait la distribution des colis alimentaires, par exemple, à des femmes qui sont en précarité, qui sont toutes seules avec des enfants à la fin du mois, sans rien du tout. Mais vraiment sans rien. Et avant la fin du mois. Donc, on a des gens qui donnent des donations, et vraiment, on remercie les donateurs, parce que il faut vous dire que votre page Facebook explique vraiment bien les choses. Rappelez-nous, pendant l'émission, la page où on peut retrouver vos activités, mais aussi toutes ces activités humanitaires que vous faites, parce que maintenant, je l'ai dit en début d'émission, vous vous occupez aussi des sans-abri, des réfugiés, et c'est deux questions qui sont cruciales pour le moment. L'hiver est là. Tout à fait. Voilà, comment est-ce que vous faites? Je sais qu'il y avait des appels, Rachida, vous faisiez des appels l'année passée et jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir constituer un panier pour pouvoir aider les familles précarisées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Inaya n'a pas de subside récurrent, n'a pas de moyens, en tout cas on fonctionne qu'avec les dons que les personnes font. Et ce que je fais, donc, quand il y a vraiment urgence. Donc il faut savoir que nous, on s'occupe toute l'année. On fait des distributions quasi tous les jours aux personnes qui sont dans la rue, à des femmes qui vivent seules, mais pas seulement des femmes. Moi, souvent, je suis contactée par parfois des jeunes couples qui ont 1 ou 2 enfants et qui n'arrivent pas du tout, qui me téléphonent et qui me disent voilà, on a la fin du mois sans voilà, on n'a même pas pour le petit, frigo et dans le placard. Ils n'ont plus rien. Moi, j'ai des papas qui m'ont déjà contacté et qui me disent ben voilà, Madame Rachida, moi j'ai pas pour le petit. Est-ce que vous pouvez me faire des courses que pour le petit? Et donc, il faut savoir que nous, on ne dépend que des dons. Donc, que ce soit les dons alimentaires, que ce soit les dons financiers. Les gens peuvent verser sur le numéro de compte de Inaya et ils mettent soit réfugiés, soit dons alimentaires. Et donc ce qu'on fait, nous on va acheter et on complémentarise avec ce qu'on a reçu comme dons alimentaires. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent les gens sont très généreux pendant tout le mois du Ramadan. Et donc là, les dons, plus ils rien arrivent. Après. Et puis plus rien. Ah oui, plus rien. Donc, les hasanats sont voilà, triplés ou quadruplés pendant le Ramadan. Exactement.
Et donc, après le ramadan, il n'y a plus rien. C'est vrai que moi, sur ma page Facebook, je mets il me faut ça, il me faut ça. Quand il y a eu la problématique des réfugiés, on s'occupait à la fois des réfugiés qu'il y avait ici au parc Maximilien, mais à la fois, il faut savoir qu'on a des réfugiés qui sont logés, qui ont des petites, c'est pas des domiciles, mais des petites chambres, pièces, des petites chambres ou qui louent. Donc on s'occupe de pas mal de familles et ces familles se sont agrandies depuis lors. Hein. Donc on a eu des cas où on avait juste la maman et 3 enfants, puis le papa finalement a pu venir ici en Belgique, et puis c'est la sœur, puis c'est les frères. Et donc ça s'est agrandi, mais arriver à suivre. Donc nous, c'est vrai qu'on fait vraiment appel aux dons et régulièrement je bombarde. Maintenant, à côté de ça, on a été interpellé pour un petit peu agir aussi à Calais et à Grande-Synthe, où là c'est catastrophique. Là où vous êtes déplacé, on s'est déplacé plusieurs fois. Ouais. Donc on a fait un appel aux dons, on a utilisé les dons financiers qu'on avait reçus sur le compte pour faire des achats directement en France parce que ça revient un petit peu moins cher qu'en Belgique. On a dû louer une camionnette parce que c'est pas donné, c'est 170 km aller, 170 km retour. Mais quand on va là-bas et la première fois, moi quand j'ai été à Calais, moi je suis restée choquée, quoi. C'est la jungle, c'est vraiment la jungle, comme ils l'appellent la jungle. Des personnes vivent des situations très difficiles. Ils sont à même le sol, c'est un terrain, c'est immense. Des flaques d'eau, parce que oui, on en exactement. A vu, il y a des rats. Des rats. On faisait des distributions. L'eau n'est pas potable pour les enfants. Ouais. L'eau n'est pas potable pour les enfants. Pour les biberons, par exemple, on devait prendre de l'eau de bouteille, donc on leur ramenait de l'eau de bouteille pour pouvoir donner des biberons. Mais c'est vraiment... Et ça fort... je pense que les jeunes qui sont venus avec nous, parce qu'on a fait 2 groupes, hein, donc on est parti avec 2 groupes de jeunes, ça les a fort interpellés de voir ça, parce que je pense qu'ils avaient déjà vu certains camps, parce qu'on avait déjà été avec eux pour faire des distributions, mais là, je pense que ça les a vraiment interpellés à ce niveau-là. Et donc voilà, donc nous vraiment, on demande vraiment aux gens soit de faire des donations en matériel, donc en nourriture, soit de verser sur le compte d'Inaya. On peut venir faire connaissance avec vous d'ailleurs oui, à l'association. Oui, tout à fait, ils peuvent venir. Rue Hôtel des Monnaies numéro 140, donc nous sommes situés sur Saint-Gilles et nous avons un site internet qui est www.inayaasbl.be. Et Inaya avec un seul N. Oui, c'est ça, donc Inaya, donc I-N-A-Y-A. Ou sur nos pages respectives. Donc moi c'est Inaya Riahi et Rachida c'est Riahi Rachida. Donc vous nous trouvez facilement sur la page Facebook. Voilà. Donc nous essayons d'utiliser tous les réseaux sociaux, que ce soit les radios, que ce soit la télévision, vraiment pour quand nous faisons des appels aux dons pour certaines personnes, pour un tel. Et alhamdoulilah, vraiment les gens donnent, ils se mobilisent et vraiment nous remercions toutes ces personnes qui donnent. Ils peuvent voir, ils peuvent vous accompagner. Oui, tout à fait. Ils voient eux-mêmes. Mais les gens, plusieurs fois, ils nous ont dit est-ce qu'on peut venir avec toi, Rachida et tout. Je les prends. Il y a une jeune fille qui m'a dit je voudrais vraiment voir les squats parce que je m'occupe aussi de... C'est pas que je m'occupe, on est plusieurs, mais en tout cas je suis sensible à 2 squats qui se trouvent sur Bruxelles et où je suis fort en contact avec eux. C'est le squat Ebola qui se trouve du côté de Madou. Il y a une centaine de personnes là-bas et d'ailleurs il y a une maman qui vient d'accoucher et il y en a une qui va bientôt accoucher d'ailleurs. Oui, il y a des familles, il y a des hommes, des femmes, des enfants. tout à fait. Et la voie des sans-papiers qui se trouve au boulevard Léopold II à Molenbeek, c'est des gens qui sont là quotidiennement. Donc c'est des gens qui ont besoin d'aide. Il faut aller là-bas, il faut apporter à manger, il faut apporter de l'eau, il faut apporter des langes. Et il ne faut pas attendre qu'on vous dise... C'est possible. Donc, oui, il faut... Les squats, on passe par vous. C'est pas des squats, donc c'est des occupations. Passer par vous, c'est juste pour coordonner, pour que ce centre ne se retrouve pas avec ou par exemple, des repas à jeter, alors que d'autres squats sont... Oui, il y a des occupations. Par exemple, Ebola, c'est une occupation, donc ça veut dire que c'est politique. Ce sont des personnes qui viennent d'un pays où il y a l'Ebola. La voie des sans-papiers, également, c'est une occupation qui est officielle et tout. À côté de ça, il y a des endroits où j'ai des hommes syriens, j'ai des hommes afghans où ils sont 10, 15, et ça, c'est pas officiel. Donc, quand on fait un appel et qu'on dit, voilà, on a besoin de ça pour des sans-papiers ou pour des réfugiés ou quoi, je ne vais pas à chaque fois dire systématiquement c'est où exactement, quoi, même par rapport à la sécurité de ces gens-là, quoi. Et maintenant, la situation des réfugiés ici à Bruxelles, elle est catastrophique, quoi. Tous les jours, à 5h du matin, 4h30, 5h, devant l'Office des étrangers, il y a 200, 300 personnes. Donc, il faut aller... Moi, je fais un appel aux autres associations, aux personnes même particulières. À la société civile aussi. Voilà. Pour les personnes qui nous regardent, c'est très important qu'on puisse participer à ce genre d'action. Et tout le monde peut y aller avec des thermos de café, des petits sandwichs, un fruit...
des petits biscuits, c'est facile, quoi. On prend 2 grands sacs et on distribue. Il y a plein d'enfants dans les files. Il y a beaucoup plus d'enfants maintenant qu'il y a 4 mois. Et ça, c'est une grosse inquiétude. Et beaucoup de femmes qui viennent dans des états fort dégradés. Alors, ce n'est pas la solution, Nadia, hein, donc justement de faire ce genre de... mais on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas les laisser comme ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. En tant qu'humain, de toute façon, il faut aider toute personne qui est dans le besoin. Et nous essayons aussi, par exemple, quand des familles qui se retrouvent sans travail, sans rien, nous travaillons aussi avec une structure qui s'appelle Werkwinkel aussi, hein, donc qui aide aussi les jeunes, les adultes aussi à trouver du travail justement. Et ce qui est intéressant dans ce genre de partenariat-là, ils font vraiment un coaching individuel et s'il y a des problèmes rencontrés, donc on fait un rapport au gouvernement une fois par an avec tout ce qu'on a rencontré comme difficulté justement par rapport à ces engagements et pourquoi, quel type de discrimination on rencontre, comment ça fonctionne. Et c'est vraiment très suivi, hein, vraiment, et ça c'est intéressant par contre de faire ce travail-là. Alors, l'autre volet de Inaya, c'est le bien-être. Hein. Vous avez le souci, en tout cas, que tout le monde puisse être en bonne santé. Un autre sujet d'actualité, c'est celui de l'environnement. Vraiment, avec ce qui se passe, on sait qu'il y a le réchauffement climatique. Vous êtes sensible à ça et vous sensibilisez votre public à ça. Comment est-ce que vous le faites, Nadia? Nous avons aussi différents ateliers et nous travaillons aussi avec différents partenaires, hein, par exemple pour les tri des déchets, par exemple, et pour tout ce qui est écologique. Donc, hein, nous essayons vraiment de sensibiliser par rapport à ça et nous faisons aussi des voyages, par exemple. Hein. Nous avons déjà fait des voyages au Maroc. Plusieurs années de suite. Et justement, c'est aussi de faire sensibiliser les jeunes par rapport, et les femmes. Les femmes, généralement, ça va, elles sont quand même assez... elles font quand même attention, mais à leur planète, vraiment, par rapport à tout ce qu'on a comme gaspillage ici en Occident. Concret, par rapport à l'eau, par exemple. Ainsi, l'eau, on ouvre le robinet, on a de l'eau partout. Il y a des régions au Maroc où on n'a pas d'eau du tout. Et on ne sait pas se laver tous les jours, on ne sait pas avoir de douche parce que l'eau est... On ne sait pas boire. Oui, on ne sait pas boire parce que l'eau est en très peu de quantité. Et donc, ça, ils savent. Et donc, ils font attention à ça, par exemple. Maintenant, ici, quand ils viennent ici, ils font attention quand ils ouvrent le robinet. Ils le referment bien. Oui, ce sont des simples gestes, mais c'est une économie aussi au niveau de l'eau. Ce que nous avons fait aussi, c'était un nettoyage de plage au Maroc par rapport aux déchets, tout ce qu'on jette et qui n'est pas recyclé et qui reste dans la nature, comme les plastiques. Il faut une centaine d'années pour un plastique pour se dégrader. C'est vraiment des choses qui sont très importantes. Nous avons aussi un volet qui s'appelle les vendanges du miel, hein, puisque les abeilles sont en train de disparaître et on ne connaît pas l'impact de la pollinisation des abeilles. Si on n'a plus d'abeilles, on n'a plus de fruits, on n'a plus de légumes, on n'a plus rien du tout. C'est la fin du monde. Hein. Voilà. Et donc on n'aura plus que du gruau, des blés, des choses comme ça à manger et elles sont en train de partir. Donc nous faisons tout un travail par rapport à ça. Donc un volet qui est plutôt la théorie. Donc quelles sont par exemple les plantes mellifères qu'on peut faire, parce que si chacun a un jardin qui laisse pousser bien ses plantes, eh bien c'est important pour les c'est un impact direct sur les abeilles. Et bien les abeilles, elles vont polliniser, elles vont faire tout ce travail-là de pollinisation des fruits. Et vous aidez une coopérative ou Nous travaillons avec un apiculteur donc, qui est sur Jumet, donc, qui travaille avec des terrains biologiques, hein, donc qui ne sont pas infectés, qui ne sont pas, quand je dis infectés, avec des pesticides, des fongicides, de l'agriculture éolienne, parce que ça tue les abeilles. Et il y a eu un constat aussi que les abeilles étaient plus résistantes, par exemple, en milieu urbain. Et donc, cette année-ci, dans le cadre du contrat de quartier, et avec l'association du service des étudiants du Tiers-Monde, nous allons avoir nos propres ruches à partir de mars à Saint-Gilles. Et donc, on fera des animations et des ateliers avec nos propres abeilles. Et donc, vraiment sensibiliser tous les publics. Vraiment, ce sera vraiment ouvert à tout par rapport au travail que l'abeille fait, parce qu'elle fait beaucoup de travail. Et vous serez bien étonnés de ce qu'elle apporte comme bienfait au niveau thérapeutique, par exemple, par rapport au miel, la gelée royale, le propolis, toutes ces choses qui sont bénéfiques pour nous, êtres humains. Vous lancez une perche, Nadia, pour parler des soins que vous donnez aussi en tant que membre de Inaya. Donc,
peut-être parler de ça pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices... Oui, donc moi je suis spécialiste donc, dans tout ce qui est thérapie énergétique et donc il y a une thérapie qui est bien spécifique qu'on connaît bien dans le monde musulman qui est l'incisiothérapie, qui est la hijama. Donc moi je suis praticienne, donc j'ai fait mes études et mon cursus en médecine chinoise. Dans la thérapie des ventouses, on travaille sur l'incisiothérapie qui est la cupping thérapie et qui travaille sur 3 axes, donc sur le système sanguin, sur le système lymphatique et sur le système énergétique. Et d'où découlent d'autres thérapies comme la moxibustion. Et qui donnent de très très bons résultats. Ah oui, qui sont efficaces assez rapidement. Qui est même une pratique en tout cas qui est reconnue dans d'autres pays européens. Oui, la cupping thérapie, aux États-Unis, en Allemagne, pas encore en Belgique. Si, elle est reconnue en Belgique et on a un numéro Dynami, mais qui n'est pas remboursé par la mutuelle. En France, si. En Allemagne aussi. Il y a en Allemagne aussi. Donc, et aux États-Unis, il y a des grandes stars qui emploient la cupping thérapie. Et qui l'emploient régulièrement. C'est la hijama. Et il y a des stars, il y a des personnes. C'est ça, avec des points d'acupuncture, avec ou sans incision. C'est pas spécialement avec incision. Il y a différentes techniques avec des ventouses, par exemple en verre, des ventouses en bambou. Il y a différentes techniques avec les ventouses. Et ça nettoie le corps de mauvaise humeur. Hein. C'est pas que du mauvais sens. Ce sont tout ce qu'on accumule comme mauvaises choses au niveau énergie, de mauvaises énergies, par exemple, des produits chimiques qu'on ingère dans l'alimentation, tout ce qui n'est pas filtré par le foie, par l'air. Il y a beaucoup. Il y en a dans les vêtements, il y en a dans la nourriture. Ce sont des mauvaises humeurs. On appelle ça des mauvaises humeurs. Et donc vraiment, on extrait et on redynamisait ces 3 systèmes. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc il y a d'autres techniques. Hein. Il y a vraiment. Oui, moi, je fais un mélange évidemment puisque j'ai fait l'aromathérapie, j'ai fait les médecines chinoises et donc je fais un amalgame de la phytothérapie. L'apithérapie, j'ai fait aussi, donc je fais un mélange et je sensibilise les femmes. Et j'apprends aussi, par exemple, aux femmes s'ils ont des enfants qui sont très stressés, comment elles peuvent faire chez elles à la maison, des massages, de toucher. On a perdu tout ça. On a perdu ces simples gestes et qui rassurent les enfants. Vraiment des techniques de massage aussi. Donc je forme aussi les femmes par rapport à ces techniques de massage qu'elles peuvent faire chez elles à la maison. Tout le monde peut faire de l'auto-massage, de l'auto-acupression, par exemple, sur certains points d'énergie. Ça fonctionne très bien. Si vous avez mal à la tête, par exemple, on a des points ici. Vous mettez un peu d'huile de lavande, par exemple. Hop, vous appuyez un petit peu. Et vous allez voir, ça soulage vraiment. Ce sont des choses très, très basiques. Donc, ce sont des conseils que vous donnez à votre public, donc des femmes. Est-ce que les femmes viennent donc vous avez un local comment ça se passe? Oui, donc nous avons un local qui est pas très grand. Donc on fait pour les petites activités, on sait recevoir jusqu'à 25 personnes. On le fait chez nous, donc dans notre local. Sinon, nous avons des partenaires qui ont des plus grands locaux. Donc ça dépend le thème qui va être abordé, combien de personnes on a. Mais sinon, nous avons des locaux donc à rue Hôtel des Monnaies numéro 140 à Saint-Gilles. Et donc, nous faisons nos activités là, les ateliers. Donc, on est en petits groupes. Sinon, nous avons des partenaires comme le Varcapool, le Piano Fabrique, le CETM, hein, donc sur Saint-Gilles, où on peut avoir les locaux et faire des activités avec beaucoup plus de monde. On fait appel aussi aux associations qui existent et qui pourraient donc vous inviter pour animer ce genre de... Oui, tout à fait. Mais on le fait déjà. Donc, on le fait déjà via les associations, par exemple, qui sont dans la fédération, dans la FMDO. Certaines maisons de femmes aussi nous contactent pour faire des ateliers. Et des écoles. Oui, et des écoles aussi. Hein. Ouais, l'année passée, on a été interpellés par les professeurs par rapport à l'alimentation. Et c'était des classes de 3e et 4e secondaire, hein, c'est ça 4e secondaire. 4e secondaire, Charlie Sens. Sur le commerce équitable, oui, voilà. C'était sur le commerce équitable et l'alimentation, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes arrivaient sans prendre de petit déjeuner. Et donc, à un moment donné, ils ont le coup de barre, évidemment. Voilà. Et donc, nous, avec plein de sucre. Exactement. Et donc, on est arrivé avec différents pains, différents aliments pour leur faire découvrir aussi de goûter. Il y a des jeunes qui n'avaient jamais goûté certaines graines. Et des yaourts, des petites choses comme ça. Donc, on anime et on intervient et ils peuvent poser des questions. Vous valorisez aussi une consommation locale, hein, parce que je sais que vous faites des activités dans des fermes bio, des petites productions. Il y a une petite production. Peut-être quelques mots là-dessus avant de... Donc, nous avons certaines... En fait, nous favorisons tous les artisans au niveau local. Et donc, il y avait quelques fermes où nous allons
avec nos femmes pour chercher, par exemple, du côté d'Auvergne, il y a un très grand espace qui s'appelle Marais Garden. Vous pouvez aller vous-même chercher vos légumes. Hein, donc, vous allez dans le champ chercher les légumes. C'est très chouette pour les enfants, c'est très chouette pour les mamans. Vous avez des légumes de saison. Et c'est possible. Ah oui, c'est possible. Il ne faut pas venir en groupe ou bien non, c'est ouvert. Chacun peut aller. Vraiment, chacun peut aller. Prenez votre panier à l'entrée et vous allez chercher. Vous pouvez aller, par exemple, à la ferme Nopili. Vous avez des produits de qualité, vraiment, et pour pas cher. Parce que des fois, on a des fausses idées du bio, que c'est cher. C'est pas vrai du tout. Hein. Donc, il y a des marchés bio où vous pouvez trouver des aliments de qualité et pas cher du tout, vraiment. Et ça soutient donc une consommation locale. Oui, et ça aussi et fait travailler les gens et les artisans. Ça fait tourner l'économie locale et c'est important, ça aussi. Donc, nous avons aussi une activité qu'on va avoir l'année prochaine avec une association qui s'appelle le Début des haricots pour faire ses propres légumes, par exemple. C'est facile. Donc, il y a des sacs et des kits qui se vendent pour faire vos propres légumes sur les balcons, par exemple. Vraiment, si vous n'avez pas de jardin, il y a moyen de le faire en ville, par exemple. Au moins, oui, le nana, par exemple, l'amande, par exemple. Mais on va faire un potager, notre propre potager au CTM. Hein, avec là où on va placer la ruche, on va faire également un potager. Parce qu'il y a des étudiants qui sont là sur place et parfois même des familles avec des Et les courgettes poussent très très bien ici en Belgique. Hein. Oui. Donc, les courgettes, les poivrons, on n'a pas besoin de serre. Hein, ça pousse très très bien. Et vraiment, les haricots, il y a vraiment des légumes qui poussent très très bien. Et chacun a son temps. Donc il y a tout un apprentissage, évidemment, comment mettre des graines. Mais c'est assez facile. Hein, c'est pas compliqué. Et donc nous allons aussi donner des ateliers par rapport à ça, puisque c'était une demande de nos femmes qu'elles puissent faire ça aussi. En tout cas, on a envie de faire votre connaissance en direct, hein, et donc venir vous retrouver dans votre association rue Hôtel des Monnaies 140 Inaya, donc Nadia Riahi et Rachida Riahi. Alors l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin, donc j'ai vraiment envie que vous vous adressiez à toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, parce que on a bien compris qu'il y a un engagement donc de soutien, d'aide à toutes les personnes qui en ont vraiment besoin, mais il y a aussi tout un côté politique aussi, hein, puisque vous interpellez, vous révoltez, vous n'êtes pas d'accord, vous consommez local, vous êtes contre la pollution, etc. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilisation que vous essayez de faire qui est beaucoup plus profonde que juste parler de certaines choses, certains problèmes. Voilà, Nadia Riahi, qu'est-ce que vous avez envie de dire comme phrase ou mot de la fin à toutes les personnes qui nous regardent? Mais moi, je voudrais vraiment leur dire de se réveiller. Parce qu'on est comme des moutons, on est endormis, on ne voit pas la vraie version des choses et des fois, il faut se réveiller. Vraiment, c'est juste ça que j'ai envie de dire, hein, vraiment. Rachida? Mais moi, je pense qu'on est à un grand tournant, en tout cas en Belgique. Je parle uniquement pour la Belgique. On est à un grand tournant, que ce soit pour notre communauté, parce qu'il faut dire que ce soit pour les musulmans, pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes, et qu'il ne faudrait pas rater ce tournant et se retrouver en tout cas dans un ravin. Et moi, c'est ma grande inquiétude. Parce que pour le moment, la seule chose que je constate, c'est que c'est une partie émergée de l'iceberg. Qui va nous limiter énormément dans nos vies, qui va limiter nos enfants dans leur vie. Et ça ne présage rien de bon, en tout cas pour le futur. Et ça, en tout cas, il faut y réfléchir. Et les citoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, peu importe en fait, nous on est multiculturels, on n'a pas de couleur politique, c'est pas ça. Mais en tout cas que les citoyens se réveillent, qu'ils arrêtent d'avoir peur du musulman, du barbu ou de la femme voilée, que c'est pas ça qui fait entre guillemets le terrorisme, parce que bon, c'est quoi un terroriste finalement, hein, donc, mais qu'en tout cas qu'ils aillent vers l'autre, que s'ils ont des peurs ou des craintes, nous on a fait ça avec des personnes qui sont belgo-belges, qui nous ont interpellés, oui, vous les musulmans, mais qu'on a fait venir à nos activités, qui ont rencontré des femmes voilées, qui ont rencontré des jeunes, des adolescents. La perception a changé? Tout à fait. Tout à fait. Donc moi, je suis persuadée que nos politiciens, les associations doivent aller sur le terrain et qu'il faut soutenir les petites associations. Moi, je vous dis, on travaille sans subside. Favoriser et promouvoir le vivre ensemble, vraiment. Nous, le vivre on travaille, ensemble, pas entre comme communautés. Exactement. Nous, on travaille fillah.
Oui. Fil-là, ce qu'on fait, on le fait fils-à-billah, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les femmes, que ce soit les activités, que ce soit le... C'est même pas au niveau de l'humanitaire, c'est au niveau de tout. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, comme elle l'a dit Nadia, et il faut réaliser que c'est maintenant qu'il faut agir, ou sinon après il sera trop tard. On aura mis déjà des bâtons, on nous aura déjà interdit énormément de choses et il sera trop tard. Et on est dans une période où il y a plein de petites lois qui sont en train de se glisser. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et le jour où ils vont se réveiller, ça sera trop tard. Que ce soit au niveau de certaines communautés qui sont pointées, comme les musulmans, que ce soit au niveau des femmes, les femmes voilées. On a beaucoup de jeunes filles qui sont scolarisées, qui font des masters, qui font des doctorats, qui ne trouvent pas des stages, qui ne trouvent pas d'emploi, même après. C'est en même temps grave, ici en Belgique, mais en même temps, quand la Belgique elle se pose la question pourquoi il y a des femmes qui partent en Syrie, posez-vous la question. Donc là, vous interpellez aussi... Les politiciens, le gouvernement et en tout cas tous les citoyens. On est tous impliqués. On vit ici. Il faut améliorer notre vivre ensemble et il faut s'accepter et se respecter chacun. Avec nos identités, avec notre religion, avec notre manière de vouloir s'habiller. Une femme voilée, elle a un cerveau en dessous de son voile. Une femme voilée, elle est quelqu'un, elle est citoyenne et elle a envie d'avancer. Il faut lui donner ce droit. Donc, merci Rachida, merci Nadia. Les Riahi étaient mes invités, les invités de Femmes au pluriel d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle émission avec d'autres invités, un autre sujet. D'ici là, soyez heureux et heureuses.